L'Union européenne est totalement incompatible avec toute mise en place de politique sociale, parce qu'on ne peut pas mener de politique keynésienne, on ne peut pas mener de politique de relance en raison des traités européens, et en particulier du pacte budgétaire européen, le TSCG. J'aime bien penser global et puis le ramener un exemple concret. Je suis candidat à l'élection législative à Lens, et un rapport a été réalisé sur ce territoire qui est en grande difficulté sociale et économique. C'est le rapport Subilo. Et dans ce rapport, il est clairement établi que la relance du territoire doit passer par un investissement massif de l'État sur 5 à 10 ans. En fait, cette chose est impossible avec les critères de convergence et les traités européens en général. Donc si on veut recouvrer une souveraineté nationale, c'est-à-dire la souveraineté populaire, et faire un pays qui provient de nos aspirations, où il fait bon vivre, nous devons relancer une politique économique qu'on ne peut pas relancer à cause de l'Union européenne. Ces traités européens sont incarnés dans des institutions européennes, en particulier la Commission européenne et la Banque centrale européenne, qui ont des méthodes, des modalités de fonctionnement qui font qu'elles imposent leurs directives et leurs desiderata aux États, quand bien même cela voudrait faire autre chose. Il s'agit par exemple de l'inacceptable taxe de 0,5% sur le PIB en cas de dépassement du budget tel qu'il est consenti par la Commission européenne. C'est également les modalités de fonctionnement de la Banque centrale européenne, qui est une institution totalement séparée du pouvoir politique, calquée sur les besoins de l'économie allemande et qui empêche tout levier monétaire sur la politique économique du pays. Je parlais du rapport Subilo à Lens, sur le territoire du bassin minier de Lens, qui, pour relancer l'économie de ce territoire, en fait, c'est impossible à cause de ces critères de convergence. Les différents politiques qui ont gouverné la France jusqu'à maintenant ont pour fonction exclusive apparente que de rembourser la dette contractée auprès des marchés financiers et ce qui leur est imposé par la Commission européenne. Mais qu'est-ce que sont les critères de convergence? Ce n'est pas toujours clair pour les gens. Et très concrètement, pour ce territoire, ça veut dire moins de fonctionnaires. C'est ce qu'on retrouve dans le programme assez classique finalement, soit extrémiste de Fillon, soit plus léger de Macron. C'est moins d'argent pour refaire la route, c'est moins d'argent pour les hôpitaux. L'hôpital de Lens, les urgences, est un des plus catastrophiques de France. C'est moins d'argent pour nettoyer les nappes phréatiques, qui là-bas sont très polluées. Et c'est finalement petit à petit l'abandon des citoyens dans leurs difficultés et ne rien faire pour relancer l'économie et les sortir de ces difficultés-là. Cette politique d'austérité qui nous est imposée par l'Union européenne nous conduit exclusivement à rembourser une dette qui ne fait que croître. Parce que depuis 10 ans déjà, ces directives sont appliquées par les différents gouvernements et les différents présidents, Sarkozy et Hollande. Or, la dette croît toujours et c'est toujours la même recette qui est demandée. Or, la dette doit être prise d'une manière différente et politiquement. Il faut rappeler l'histoire de France, elle compte beaucoup. Philippe le Bel, déjà, lui-même avait une dette colossale et pour pouvoir mener sa politique, a décidé tout simplement de ne pas la rembourser. Et en fait, il a mené un audit. L'audit a conduit à la destruction des Templiers et jusqu'à brûler Jacques de Molay. Mais ensuite, Sully, Richelieu, Clémenceau, Poincaré, De Gaulle, ce sont tous des grands dirigeants que tous les Français connaissent. Or, ils ont une particularité malgré leurs différences de conception de la politique, c'est que tous ont fait un audit sur la dette et tous l'ont récusé. C'est cette politique qu'il faut engager pour pouvoir développer les territoires comme celui du bassin minier de Lens, mais aussi tous les autres territoires de France. La paix en Europe est due à la dissuasion nucléaire mutuelle des deux blocs. C'est parce qu'il n'y a pas eu parce qu'il y avait de dissuasion nucléaire qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe. On nous fait croire que c'est pour d'autres raisons. L'Union européenne a été construite au service et pour l'oligarchie. C'est en cela qu'elle fonctionne parfaitement. Par contre, comme outil de défense, c'est une illusion pure et simple. Pourquoi? Parce que pour avoir une défense, il faut avoir une politique internationale élaborée et une géostratégie. Or, d'évidence, la France n'a pas la même conception de la géostratégie que la Roumanie, évidemment pas que l'Allemagne ou que l'Espagne.
tant que nous n'avons pas une politique réellement commune au niveau européen à l'échelle internationale, une défense serait comme un poulet sans tête. C'est-à-dire, on n'irait pas très loin et elle tomberait très très vite. La réalité de la défense européenne, c'est qu'elle est sous couvert de l'OTAN et que les différentes armées européennes servent de supplétif à l'OTAN. Considérer que la communauté européenne de défense assurerait la paix en Europe est assez illusoire si on se réfère aux activités de l'Union européenne ces dernières années, en particulier en Ukraine. Plutôt que d'être un facteur de paix et de calme dans le conflit entre les États-Unis et la Russie, l'Union européenne a emboîté le pas aux États-Unis en Ukraine, déstabilisant ce pays. Également, les Russes l'ont déstabilisé derrière, mais la présence de nos différents ministres des Affaires étrangères réunis sous le drapeau européen à Kiev ont porté plutôt la guerre, qui est actuellement en cours, malheureusement, à l'est de l'Ukraine, sur le territoire européen, plutôt que n'ont apporté la paix. La paix en Europe est particulièrement menacée depuis le 20 mai 2012. Le 20 mai 2012, notre actuel président, François Hollande, lors de sa première sortie internationale, est allé au sommet des chefs d'État de l'OTAN à Chicago pour signer pour la France l'accord sur le bouclier antimissile. Or, qu'est-ce que le bouclier antimissile? Le bouclier antimissile, c'est la relance de la course à l'armement nucléaire. Ce bouclier antimissile est censé se servir contre les missiles iraniens. Tout le monde sait que c'est une farce, puisqu'ils sont déployés en Pologne et en Roumanie face à la Russie, ce qui est une nouvelle provocation. Pourquoi c'est une provocation? Parce que la paix relative, pas tant que ça, mais relative dans le monde, depuis la Deuxième Guerre mondiale, repose sur ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, comme tous les armements, c'est le bouclier et l'épée. Tout le monde a l'épée. L'épée, c'est la frappe nucléaire. Actuellement, tous les pays nucléaires ont l'épée, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'ils s'assurent d'une destruction mutuelle au cas où l'un d'entre eux utiliserait l'arme nucléaire contre son ennemi. Le bouclier, c'est le moyen de détruire en vol ou même avant qu'il ne soit réellement tiré un missile nucléaire. Or, on comprend que dans ce cadre-là, développer un bouclier antimissile, c'est rendre obsolète l'armement nucléaire soviétique. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Eh bien, plutôt que d'organiser au niveau international une réduction des armements nucléaires, ça va entraîner que, en toute logique, la Russie va développer son système de bouclier antimissile et des armements nucléaires encore plus perfectionnés. D'évidence, les peuples de Russie, des États-Unis, de l'Europe et du monde pourraient attendre quelque chose d'autre de la technologie moderne que le développement de nouvelles armes qui assuraient la destruction mutuelle. Rappelons l'actuel déploiement de troupes états-uniennes en Europe. Ça se passe en ce moment, ça a été initié sous Obama et poursuivi sous Donald Trump, de 4000 militaires américains supplémentaires qui transitent par l'Allemagne et sont déployés en Pologne, dans les pays baltes, dans d'autres pays de l'Est, et avec eux plus de 2500 véhicules militaires. Qu'est-ce que c'est d'autre que la préparation à la guerre? Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une nouvelle provocation qui, immédiatement, a entraîné le déploiement de troupes russes de l'autre côté de la frontière, de concentration de troupes? C'est toujours un jeu risqué, et cette illusoire défense européenne ne semble pas s'opposer à cela, et plutôt activement le soutenir. La réalité de l'Europe de la défense, c'est surtout le concept de Smart Defense qui a été développé à l'OTAN, qui est pensé par l'OTAN. Le Smart Defense, c'est d'une part imposer un certain niveau de dépenses dans la défense dans les pays européens, c'est 2% du PIB, à nouveau réclamé par Donald Trump. L'idée est pour schématiser, dans la spécialisation des armées européennes sous couvert de l'OTAN. Donc l'idée est vendue de cette manière, ne dépensez pas trop,
Il n'est pas nécessaire que tout le monde ait tous les éléments d'une armée, c'est-à-dire soit en capacité de déploiement géostratégique en fonction de ses intérêts. Chacun se spécialisera, donc chacun aura besoin les uns des autres, mais de toute façon, la seule nation donc, cadre dans ce domaine, ce seront les États-Unis, qui ont tout le volet de défense, et donc qui sont les seuls à pouvoir avoir une politique internationale qui sert leurs intérêts. L'Europe n'étant plus qu'à leur service.